Anne Dubois ajustait son uniforme d'infirmière dans le miroir de la salle de repos quand son téléphone vibra. L'école de Léa. Son cœur se serra immédiatement. « Madame Dubois ? Votre fille s'est évanouie pendant le cours de sport. Elle va bien maintenant. Mais nous pensons qu'il faudrait consulter un médecin. » 30 minutes plus tard, Anne serrait la main tremblante de sa fille de 7 ans dans la salle d'attente des urgences pédiatriques. Léa, habituellement si énergique, semblait fragile dans sa blouse d'hôpital trop grande. Gabriel arriva en courant, encore en bleu de travail, l'odeur de l'huile de moteur mêlée à son eau de Cologne bon marché. « Comment ça va, ma puce ?» murmura-t-il, en embrassant le front de sa fille. Le docteur Martinez, cardiologue pédiatrique, les reçut avec un sourire rassurant qui ne trompa personne. Les résultats des examens étaient étalés sur son bureau comme un verdict silencieux. Léa souffre d'une cardiomyopathie hypertrophique. C'est une maladie génétique qui épaissit le muscle cardiaque. Gabriel blêmit. Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mon père en est mort à 42 ans, chuchota Gabriel. J'espérais que Léa avait échappé à ça. La culpabilité dans sa voix était déchirante. Anne lui prit la main, leurs doigts s'entremêlant dans un geste d'amour et de soutien mutuel qu'ils avaient perfectionné en 10 ans de mariage. « L'intervention est possible, » continua le médecin. « Mais elle doit être réalisée rapidement. Le coût total s'élève à 20 000 euros. » Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 000 euros. Pour un mécanicien et une infirmière qui vivaient déjà au jour le jour, c'était une somme astronomique. Anne calcula mentalement. Leur compte épargne contenait exactement 1 200 euros, économisés centime par centime pour les vacances d'été. « Nous trouverons l'argent », déclara Anne avec une détermination féroce. « Peu importe comment. » Gabrielle hocha la tête, mais elle vit la peur dans ses yeux. La même peur qui la rongeait. Et s'ils n'y arrivaient pas? Et si leur petite fille? « Maman, j'ai peur », murmura Léa. Anne la serra contre elle, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. Dans ce moment, elle fit une promesse silencieuse. Elle remuerait ciel et terre pour sauver sa fille. Même si cela signifiait demander de l'aide à ceux qui l'avaient déjà tant déçue. Le trajet de retour se fit dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées. Demain, ils devraient affronter une réalité cruelle. Leur amour pour Léa ne suffirait pas. Il leur fallait de l'argent, beaucoup d'argent, et vite. Anne regardait défiler les maisons bourgeoises de sa ville natale. Quelque part dans l'une d'elles vivaient ses parents, probablement en train de planifier le mariage somptuaire de sa sœur Sylvie. Peut-être était-il temps de ravaler sa fierté et de leur demander de l'aide. Après tout, Léa était leur petite fille. N'est-ce pas? La maison des parents d'Anne se dressait majestueusement dans le quartier huppé de Neuilly, ses volets blancs immaculés contrastant avec la façade en pierre blonde. Gabriel ajusta sa chemise propre, la seule qu'il possédait sans tache de graisse, tandis qu'Anne pressait le bouton de l'interphone doré. « Nous aurions dû téléphoner avant », murmura-t-il. Non, ils auraient trouvé une excuse pour éviter cette conversation. La grille électrique s'ouvrit dans un ronronnement discret. Ils remontèrent l'allée de gravier, leurs pas crissant dans le silence du dimanche après-midi. Des catalogues de traiteurs haut de gamme dépassèrent de la boîte aux lettres, preuve que les préparatifs du mariage de Sylvie battèrent leur plein. Francine Moreau ouvrit la porte, élégante même en tenue décontractée, ses cheveux gris parfaitement coiffés. Son regard glissa sur Gabriel avec cette expression de politesse glacée qu'Anne connaissait trop bien. « Anne, quelle surprise! Nous ne t'attendions pas. Bonjour maman, papa est là ?» Il révise les devis de fleuriste avec Sylvie. « Entrez, je suppose. » Le salon n'avait pas changé. Meubles Louis XVI authentiques, tapis persans, et cette atmosphère feutrée qui avait toujours mis Anne mal à l'aise. Sur la table basse, s'étalaient des échantillons de faire-part dorés à leur fin, des menus calligraphiés, des photos de salles de réception somptueuses. Henri Moreau apparut, la cinquantaine distinguée, costume impeccable même le dimanche. Sylvie le suivait, rayonnante dans sa robe de créateur, ses bagues de fiançailles scintillant sous le lustre en cristal. « Gabriel », salua froidement Henri avec un bref hochement de tête, comme s'il saluait un livreur. « Monsieur Moreau », répondit Gabriel, la mâchoire serrée. Anne prit une inspiration profonde. Chaque seconde comptait pour Léa. « Nous avons besoin de votre aide.
Léa a une maladie cardiaque grave. Elle doit être opérée de toute urgence. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Sylvie continuait à feuilleter son catalogue de robes de demoiselle d'honneur, comme si la conversation ne la concernait pas. « Combien » demanda Henri, pragmatique. « 20 000 €. Francine échangea un regard avec son mari. Un regard qu'Anne connaissait depuis l'enfance. Celui de la désapprobation et du calcul. « Anne, tu sais que nous investissons tout dans l'avenir de Sylvie en ce moment. Ce mariage représente un tremplin social considérable pour elle. Ma fille va mourir si elle n'est pas opérée. Ne sois pas dramatique, soupira Francine. Tu as toujours eu tendance à exagérer. Et puis, cette maladie vient du côté de Gabriel, pas d'une autre. Gabriel se raidit, ses poings se serrant imperceptiblement. Anne posa une main apaisante sur son bras. Léa est votre petite fille, insista Anne, la voix tremblante. Léa est la conséquence de tes choix, répliqua Henri avec une froideur clinique. Tu as voulu épouser un ouvrier contre nos conseils. Tu as choisi cette vie modeste. Nous ne pouvons pas réparer tes erreurs indéfiniment. Sylvie leva enfin les yeux de ses catalogues, un sourire en coin aux lèvres. Franchement, Anne, tu ne peux pas nous demander de sacrifier mon mariage pour tes problèmes conjugaux. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Ton mariage coûte 200 000 €. J'en demande 20 pour sauver ma fille. Exactement, trancha Francine. Nous avons fait nos priorités. Sylvie épouse un avocat prometteur. C'est un investissement dans l'avenir de notre famille. Toi, tu as choisi de descendre dans l'échelle sociale. Gabriel se leva brusquement, sa chaise crissant sur le parquet ciré. Nous avons notre réponse. Viens, Anne, nous perdons notre temps. Gabriel a raison, approuva Henri. Vous devez apprendre à assumer vos responsabilités. Cette situation difficile vous rendra plus fort. Anne regardait ces gens, qu'elle appelait sa famille. Ces étrangers en costume 3 pièces qui préféraient des fleurs en soie à la vie de leur petite fille. Une clarté terrible s'abattit sur elle. Ils n'avaient jamais considéré Léa comme leur vraie descendance. « Au revoir », murmura-t-elle. Dans la voiture, Gabriel démarra sans un mot, ses mains tremblant légèrement sur le volant. Anne fixait la route à travers ses larmes, une rage sourde montant en elle. « Nous trouverons une autre solution », dit-il finalement. « Oui, et je n'oublierai jamais ce qui vient de se passer. » Cette phrase, prononcée dans un souffle, contenait une promesse qu'Anne elle-même ne mesurait pas encore. Le petit pavillon de Pierre et Marie Moreau sentait le café et la brioche faite maison. Une odeur réconfortante qui contrastait violemment avec l'atmosphère glacée qu'Anne et Gabriel venaient de quitter. Les meubles étaient simples, quelques photos de famille ornaient les murs, et un tricot inachevé traînait sur le canapé fleuri. Marie, 68 ans, accueillit sa belle-fille avec une étreinte chaleureuse. Ses mains, marquées par les années de ménage et de cuisine, caressèrent tendrement les cheveux d'Anne. « Ma chérie, qu'est-ce qui vous amène un dimanche ? Vous avez l'air bouleversée. » Pierre émergea de son potager, la terre encore sous les ongles. Un sourire fatigué mais sincère, illuminant son visage buriné. À 70 ans, l'ancien ouvrier du bâtiment gardait cette prestance humble des hommes qui ont travaillé dur toute leur vie. Gabriel expliqua la situation d'une voix brisée, les mots sortant par à-coups. La maladie de Léa, l'opération urgente, les 20 000 € impossibles à réunir. Puis, avec une amertume qu'Anne ne lui connaissait pas, il relata leur humiliation chez les parents d'Anne. Le visage de Marie se décomposa progressivement. Pierre serra les poings, ses articulations blanchissant sous l'effort. « Ces gens-là ont dit ça ? À propos de notre petite fille ?» Sa voix tremblait d'une rage contenue. Marie s'effondra sur une chaise, les larmes ruisselant sur ses joues. « Léa, notre petit ange. Elle a hérité de cette saloperie de maladie à cause de notre famille. »« Maman, ce n'est la faute de personne, » murmura Gabriel. « Si, c'est ma faute. Mon père, mon frère et maintenant ma petite fille. » Pierre s'agenouilla devant sa femme, prenant ses mains dans les siennes. « Marie, regarde-moi. Léa ne va pas mourir. Pas notre trésor. » Il se redressa lentement, le dos raide, et se dirigea vers le secrétaire en bois dans le coin du salon. Il en sortit un carnet de banque usé, quelques papiers jaunis. « Nous avons 12 000 € sur le livret A. Les économies de toute une vie. » Marie hocha la tête, essuyant ses larmes.
Et la voiture vaut bien 3 000 €, même si elle a 15 ans. Ça fait 15 000, calcula Gabriel, la voix étranglée. Il en manque encore 5. Pierre et Marie échangèrent un regard. 45 ans de mariage leur avaient appris à communiquer sans mots. Anne vit passer entre eux cette complicité rare, celle des couples qui ont tout partagé. « La maison ?» dit Marie simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Anne. « Nous pouvons faire un prêt hypothécaire sur la maison, » expliqua Pierre. « À notre âge, les banques n'aiment pas ça, mais avec la maison en garantie, vous ne pouvez pas risquer votre toit pour nous. » « Anne, » l'interrompit Marie avec une fermeté surprenante. « Léa est notre sang. Elle porte le nom de Gabriel. Elle a ses yeux, son sourire. C'est notre héritage le plus précieux. » Gabriel s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient. « Vous seriez prêt à tout perdre pour elle ?»« Gabriel, » répondit Pierre d'une voix douce mais déterminée. « Quand tu es né, ton cœur était déjà malade. Les médecins nous ont dit que tu ne verrais peut-être pas tes 10 ans. Nous aurions vendu nos âmes au diable pour te sauver. Aujourd'hui, c'est Léa. C'est notre devoir de grands-parents, notre privilège. » Anne sentit quelque chose se briser et se reconstruire simultanément dans sa poitrine. Ces gens simples, avec leurs moyens modestes, étaient prêts à sacrifier leur sécurité pour sa fille, pendant que ses propres parents comptaient leurs petites cuillères en argent. « Nous commençons demain matin, » déclara Marie en se levant. « Pierre ira voir le concessionnaire pour la voiture. Moi, j'irai à la banque pour le prêt. Et toi, Gabriel, tu appelleras l'hôpital pour programmer l'opération. En 48 heures, nous aurons l'argent, » confirma Pierre. Le silence qui suivit était différent de celui qui avait pesé chez les Moreau quelques heures plus tôt. C'était un silence empli d'amour, de détermination, de cette solidarité familiale qu'Anne avait toujours cru être un mythe. « Je ne sais pas comment vous remercier, » chuchota-t-elle. « En prenant soin de notre petite fille, » répondit Marie en la serrant contre elle, et en n'oubliant jamais que l'amour ne se calcule pas en euros. Cette nuit-là, dans leur petit appartement, Anne et Gabriel restèrent éveillés longtemps. Pour la première fois depuis le diagnostic, ils parlèrent d'avenir plutôt que de survie. Mais Anne ne pouvait chasser de son esprit l'image de ses parents, comptant leurs billets pour des fleurs qui faneront en quelques jours. Une graine venait de germer dans son cœur, une graine qui pousserait lentement, silencieusement, jusqu'à donner des fruits que personne ne pouvait encore imaginer. 3 semaines plus tard, Léa courait dans le jardin de l'hôpital, sa cicatrice encore rose sous son t-shirt. L'opération avait été un succès parfait. Dr Julien Moreau observait la petite fille depuis la fenêtre de son bureau, un sourire satisfait aux lèvres. « Elle est remarquable », dit-il à Anne qui rangeait les derniers papiers de sortie. « Dans 6 mois, elle pourra reprendre toutes ses activités normalement. » Anne regardait sa fille jouer avec les autres enfants, son cœur se gonflant d'un bonheur qu'elle avait cru ne jamais retrouver. Gabriel arriva en courant, encore en bleu de travail, ses mains rapidement lavées, mais gardant encore une trace d'huile sous un ongle. « Alors, notre petite guerrière peut rentrer à la maison ?»« Officiellement, oui, » confirma Dr Moreau. « Mais j'aimerais la revoir dans 15 jours, puis dans 1 mois. Cette maladie demande un suivi rigoureux. » Le cardiologue, la quarantaine élégante, avait quelque chose de rassurant dans sa prestance calme. Anne avait remarqué qu'il ne portait plus d'alliance depuis quelques semaines, cette marque blanche à l'annulaire ayant progressivement disparu. « Docteur » hésita Gabriel. « Nous ne savons pas comment vous remercier. Mes parents ont... Vos parents sont des gens exceptionnels. Ils m'ont rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. » Pierre et Marie arrivèrent à ce moment-là, Marie tenant un bouquet de roses de son jardin, Pierre arborant un costume du dimanche légèrement démodé mais impeccable. « Notre petite fille sort aujourd'hui » annonça Marie, rayonnante. L'émotion était palpable. Dr Moreau s'éclipsa discrètement, laissant la famille savourer ce moment de bonheur pur. Le samedi suivant, Anne se retrouva dans une situation qu'elle n'avait pas anticipée. Assise au fond de l'église Saint-Germain, témoin du mariage somptuaire de Sylvie. Gabriel avait refusé de l'accompagner, prétextant du travail urgent au garage. En réalité, ils savaient tous les deux qu'ils ne supporteraient pas ce spectacle d'opulence. L'église débordait de fleurs blanches. Des lys à 50 € pièce, des orchidées rares, des compositions florales qui coûtaient plus que le salaire mensuel d'Anne.
Les invités, tirés à 4 épingles, chuchotaient avec cette fausse discrétion de la bourgeoisie provinciale. Sylvie remonta l'allée dans une robe de créateur qui avait coûté plus que l'opération de Léa. Ses parents rayonnèrent de fierté, saluant leurs invités avec cette satisfaction affichée de ceux qui ont réussi un beau mariage. « Regardez comme Sylvie est radieuse !» murmura Francine à sa voisine. « Nous avons mis tous nos moyens dans cette union. C'est un investissement pour l'avenir. » Anne serra les poings. Tous leurs moyens. Ces mots résonnaient cruellement dans sa tête. Pendant la cérémonie, elle observait sa famille avec un détachement nouveau. Son père, gonflé d'orgueil, sa mère comptant mentalement les félicitations reçues, Sylvie jouant à la perfection son rôle de princesse des contes de fées. Pas une seule fois ils ne regardèrent envers elle. Pas une question sur la santé de Léa. Pas un regard vers la place vide que Gabriel aurait dû occuper. À la sortie de l'église, sous une pluie de riz et de pétales, Anne croisa le regard de sa mère. « Anne, tu es venue finalement. Où est Gabriel ? Il travaille. Quelqu'un doit gagner l'argent pour rembourser les grands-parents de Léa. » Le sous-entendu était clair. Francine détourna rapidement les yeux. « Et Léa, comment va-t-elle ? Elle est guérie, grâce à des gens qui savent ce que signifie la famille. » Anne tourna les talons sans attendre de réponse. En traversant le parvis, elle entendit son père expliquer à un invité « Notre gendre a un bel avenir dans le cabinet d'avocat, contrairement à l'autre qui restera mécanicien toute sa vie. » Cette phrase la figea sur place. L'autre. Gabriel était devenu l'autre dans la bouche de son propre père. Le soir même, de retour dans leur petit appartement, Anne raconta sa journée à Gabriel. Léa dormait paisiblement dans sa chambre, son nouveau doudou, un cadeau de Pierre et Marie, serré contre elle. « Ils n'ont même pas demandé à voir la cicatrice, » murmura Anne. « Pas un mot sur l'opération, sur ce que tes parents ont sacrifié. » Gabriel la prit dans ses bras, sentant la colère et la tristesse mélangées dans sa voix. « Anne, nous n'avons plus besoin d'eux. Nous avons notre vraie famille maintenant. Tu as raison, mais je n'oublierai jamais leur indifférence. » Cette nuit-là, Anne prit une décision qui changerait le cours de leur vie. Elle ne chercherait plus jamais l'approbation de ses parents. Ils avaient montré leur vraie nature, et elle avait découvert la sienne. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Au travail, Dr Moreau la remarqua de plus en plus souvent. Pas avec l'insistance déplacée de certains hommes, mais avec cette attention respectueuse d'un homme qui reconnaît la force chez une femme. Anne appréciait leur conversation professionnelle, cette intelligence calme qui contrastait si violemment avec la superficialité qu'elle venait de côtoyer. L'avenir s'ouvrait devant eux, incertain, mais plein de promesses. Anne ne savait pas encore que la roue de la fortune tournerait bientôt, ni que justice serait rendue d'une façon qu'elle n'imaginait pas encore. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'opération de Léa. La petite fille de 9 ans courait maintenant dans la cour de récréation avec l'énergie débordante des enfants en parfaite santé. Anne, promue infirmière-chef du service cardiologie, regardait parfois par la fenêtre de son bureau les nouveaux locaux du garage Moreau. Gabriel avait réalisé son rêve, monter sa propre entreprise. L'enseigne rouge et blanc brillait sous le soleil d'automne. Garage Moreau, réparation toute marque. 3 employés travaillaient désormais sous ses ordres, et sa réputation d'honnêteté lui attirait une clientèle fidèle. Pierre et Marie, dont le prêt hypothécaire était presque remboursé, regardèrent leur fils avec cette fierté discrète des parents qui voient leur enfant réussir par son propre mérite. Ce matin de novembre, Anne découvrit par hasard la nouvelle qui ébranlait déjà toute la bourgeoisie locale. Madame Petit, la concierge de l'hôpital, adorait les ragots et possédait un réseau d'informations digne d'un service de renseignement. Vous savez, Madame Moreau, votre sœur divorce. Quel scandale! Paraît que son mari l'a surprise avec un autre homme, et pas n'importe qui. Le propriétaire du restaurant où il dînait tous les vendredis. Anne écouta le récit avec un mélange de stupéfaction et d'amertume. Sylvie, la princesse parfaite, avait été prise en flagrant délit d'adultère dans la suite d'un hôtel de luxe. Pire encore, les enquêtes de l'avocat du mari avaient révélé des dettes cachées considérables. Cartes de crédit à découvert, achats compulsifs, séance chez l'esthéticienne à 1 000 € la séance. Son mari reprend tout, l'appartement, la voiture, même les bijoux. Il paraît qu'elle va retourner vivre chez ses parents. Cette information fit l'effet d'un électrochoc à Anne.
Sylvie, forcée de revenir au bercail familial, avec ses habitudes de luxe et son tempérament capricieux. Ses parents, déjà fragilisés financièrement par les frais somptuaires du mariage, allèrent devoir supporter une fille adulte incapable de subvenir à ses besoins. Le lendemain, Anne croisa par hasard Henri Moreau à la pharmacie. Son père avait vieilli, les cheveux complètement gris, les traits tirés. Il avait perdu cette prestance arrogante qui le caractérisait. Il reconnut Anne mais détourna rapidement le regard, embarrassé. « Papa !» Il se retourna, surpris par ce ton neutre, sans agressivité mais sans chaleur. « Anne, comment allez-vous ? » « Nous allons très bien. Léa grandit, Gabriel prospère. Et vous ?» Le silence qui suivit en disait long. Henri tripotait nerveusement sa carte de crédit, calculant probablement s'il avait assez de provisions pour ses médicaments. « Nous gérons. Sylvie traverse une période difficile. J'ai entendu dire qu'elle était revenue vivre chez vous. Temporairement, le temps qu'elle se réorganise. » Anne observait cet homme qui l'avait humiliée 2 ans plus tôt. La table avait tourné de façon spectaculaire. Gabrielle dirigeait maintenant une entreprise florissante. Elle supervisait un service entier à l'hôpital et Léa excellait à l'école. Pendant ce temps, la famille parfaite s'effritait. « Donnez mes amitiés à maman et Sylvie », dit-elle avant de partir. Cette politesse glacée, plus blessante qu'aucune colère, laissa Henri planté devant les rayons de parapharmacie. Le soir même, Anne raconta la rencontre à Gabriel pendant qu'ils préparèrent le dîner. Léa faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, entourée de ses crayons de couleur et de son nouveau livre de mathématiques. « Papa Gabriel, tu m'aides avec les fractions ?» Gabriel s'installa près de sa fille adoptive, celle qu'il aimait comme si elle était sortie de ses propres entrailles. Anne regardait cette scène de bonheur quotidien, si différente de l'atmosphère tendue de son enfance. « Tu sais quoi, Anne ? Je n'arrive même plus à leur en vouloir. Moi si. » Cette réponse, prononcée avec un calme dérangeant, surprit Gabriel. Anne souriait en épluchant ses légumes, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Ils nous ont montré leur vraie nature quand nous avions besoin d'eux. Maintenant, c'est à notre tour de leur montrer la nôtre. Gabrielle ne sut pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans sa voix lui fit comprendre que les humiliations passées n'étaient pas oubliées. Elle sommeillait, attendant leur heure. Quelques semaines plus tard, Pierre apporta une information cruciale. Ancien ouvrier du bâtiment, il gardait des contacts dans tous les corps de métier de la ville. « Mon vieux copain Marcel travaille à la banque. Il m'a dit que tes parents cherchent à vendre leur appartement de rapport, tu sais, celui qu'ils louent rue de la Paix. » Anne leva les yeux de son journal, soudain très attentive. « Ils ont des difficultés financières ? Marcel dit qu'ils ont du mal avec les remboursements. Entre le crédit du mariage et maintenant les frais de Sylvie qui ne travaille toujours pas, une idée germa dans l'esprit d'Anne. Une idée terrible et délicieuse à la fois. Anne n'avait pas prévu de se retrouver face à Sylvie ce jour-là. Elle sortait simplement de la boulangerie quand elle aperçut sa sœur attablée seule à la terrasse du café d'en face. Sylvie avait perdu son éclat d'antan. Ses cheveux ternes, son maquillage négligé, sa robe froissée trahissaient une femme au bout du rouleau. Poussée par une curiosité morbide, Anne traversa la rue. Sylvie. Sa sœur leva des yeux rougis par les larmes et sans doute par l'alcool. Il était à peine 14 heures, mais le verre de vin blanc devant elle était presque vide. « Tiens, la parfaite petite sœur, venue savourer ma déchéance ?» Anne s'assit en face d'elle, ignorant l'agressivité. Sylvie avait toujours eu cette tendance à attaquer quand elle se sentait vulnérable. « Comment vas-tu ? Comment je vais ? Tu veux vraiment le savoir ?» Sylvie éclata d'un rire amer. « Mon mari me plaque, me reprend tout, et je me retrouve à 30 ans chez papa-maman comme une adolescente ratée. Et ton ami ? Quel ami ? Tu veux dire mon amant ? » Sylvie ricana. « Il s'est volatilisé dès que les choses ont mal tourné. Les hommes sont tous des lâches, Anne. Tous. » Le serveur apporta un autre verre de vin que Sylvie avait visiblement commandé d'un geste. Anne commençait à comprendre que sa sœur avait un problème plus grave qu'un simple divorce difficile. « Sylvie, tu devrais peut-être... me faire soigner ? C'est ça que tu allais dire ?» Les yeux de Sylvie s'enflammèrent en soudain. « Tu sais quoi, Anne ?
Tu as toujours été la préférée. Même quand tu as épousé ton mécanicien crasseux. Préférée? Ils ont refusé de m'aider quand Léa était mourante. Ah oui, le fameux épisode dramatique. Sylvie vida son verre d'un trait. Tu veux connaître la vérité? Ils avaient l'argent, Anne. 80 000 € sur leur compte épargne. Mais maman a dit que tu devais apprendre à te débrouiller seule, que ça te fortifierait. Le monde sembla s'arrêter autour d'Anne. Les bruits de la rue, les conversations des autres clients, tout devint un bourdonnement lointain. Qu'est-ce que tu viens de dire? 80 000 €, tu as bien entendu? Sylvie était maintenant lancée, l'alcool déliant sa langue. Ils préféraient garder leur petit magot pour mon mariage de princesse plutôt que de sauver leur petite fille. Tu parles d'une famille aimante? Anne sentit ses mains trembler. 80 000 €. Ils avaient 4 fois la somme nécessaire pour sauver Léa, et ils avaient choisi de la laisser mourir pour préserver l'éclat social du mariage de Sylvie. Tu mens. Pourquoi je mentirais? Pour te faire plaisir? Sylvie commanda un 3e verre. Maman était très fière de son petit calcul. Anne apprendra la vraie valeur de l'argent, qu'elle disait. Pendant ce temps, tes beaux-parents vendaient leurs affaires comme des saints. La rage monta en Anne, froide et implacable. Pas la colère brûlante qu'elle avait ressentie lors de leur refus, mais quelque chose de plus profond, de plus destructeur. Ils m'ont regardé supplier pour la vie de ma fille, sachant qu'ils pouvaient la sauver d'un simple virement. Exactement. Et tu sais le plus beau? Ils se vantaient ensuite de t'avoir appris l'autonomie. Sylvie éclata de rire, un rire hystérique qui attira les regards des autres clients. Pendant que ton mari se tuait au travail et que les grands-parents se ruinaient, eux comptèrent leurs billets. Anne se leva lentement, les jambes flageolantes. Sylvie continua à déblatérer, ivre de vin et de sa propre amertume. Mais Anne n'entendait plus rien. Elle traversa la rue comme un automate, remonta dans sa voiture et resta assise au volant pendant de longues minutes. 80 000 €. Ils avaient laissé Pierre et Marie hypothéquer leur maison, Gabrielle s'endetter moralement pour la vie, et elle-même vivre un cauchemar de plusieurs semaines, alors qu'un simple chèque aurait tout réglé. Son téléphone sonna. Gabrielle. Anne, ça va? Tu devais passer au garage il y a 1 heure. Gabrielle. Sa voix tremblait. Il faut que je te dise quelque chose de terrible. Cette révélation changeait tout. La tristesse et la déception se transformaient en une détermination glacée. Ses parents n'étaient pas seulement égoïstes ou indifférents. Ils étaient cruels. Et la cruauté méritait une réponse à sa mesure. Anne démarra sa voiture, le visage dur. Pour la première fois depuis 2 ans, elle souriait vraiment. Gabrielle n'avait jamais vu Anne dans cet état. Assise à leur table de cuisine, elle fixait le vide avec une intensité troublante, ses mains parfaitement immobiles sur ses genoux. Quand elle lui avait raconté la révélation de Sylvie, il avait d'abord refusé d'y croire. Puis la réalité l'avait frappé comme un coup de massue. 80 000 €, murmurait-il pour la 10e fois. Ils nous ont regardés nous débattre, alors qu'ils avaient 4 fois la somme. Gabrielle, j'ai pris ma décision. Sa voix était d'un calme effrayant. Léa jouait dans sa chambre, inconsciente du drame qui se rejouait dans la cuisine. Marcel a confirmé les informations de Pierre. L'appartement de la rue de la Paix est en vente d'urgence. Mes parents sont au bord de la faillite personnelle à cause des dettes de Sylvie et des crédits du mariage. Gabrielle comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Anne, tu ne peux pas… »« Si, je peux, et je vais le faire. » Le lundi suivant, Anne se présenta à la banque Crédit Agricole avec un dossier soigneusement préparé. Infirmière-chef avec un salaire stable, mariée à un entrepreneur prospère, propriétaire sans dette de leur appartement. Il constituait le profil de client idéal pour un investissement locatif. L'appartement valait normalement 120 000 €, mais la situation désespérée de ses parents les forçait à accepter 85 000. Une aubaine sur le marché immobilier que la banque ne pouvait refuser de financer. « Nous avons étudié votre dossier, Madame Moreau. Votre demande de prêt est approuvée. » Anne signa les papiers avec une satisfaction froide. Dans 72 heures, elle serait propriétaire de la seule source de revenus stable de ses parents. Le mercredi, pendant que Gabrielle travaillait au garage, Anne reçut l'appel qu'elle attendait. Sa mère, pour la première fois en 3 ans. « Anne, c'est maman. Il faut qu'on se parle. »« Bonjour maman, de quoi veux-tu parler ?»
Le ton neutre d'Anne déstabilisa visiblement Francine. Nous traversons une période difficile. Sylvie ne trouve pas de travail, et avec ses dépenses, nous avons besoin d'aide financière. Combien ? 20 000 € pour nous remettre à flot. Anne faillit éclater de rire. 20 000 €. Exactement la somme qu'ils avaient refusée pour sauver Léa. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Sylvie m'a tout raconté. Le silence au bout du fil fut éloquent. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Les 80 000 € que vous aviez sur votre compte épargne. Votre petit calcul pour m'apprendre l'autonomie pendant que ma fille risquait de mourir. Anne, ce n'est pas... Si, maman, c'est exactement ça. La voix d'Anne se durcit. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi consciemment de laisser Léa mourir pour préserver le budget du mariage de Sylvie. Tu dramatises. Nous savions que tu t'en sortirais. Comment ? En hypothéquant la maison de 2 retraités de 70 ans ? Gabriel venait de rentrer et écoutait la conversation, le visage grave. Anne, sois raisonnable. Nous sommes ta famille. Ma famille ? Anne se leva, tremblante de rage contenue. Ma famille, ce sont les gens qui ont tout sacrifié pour sauver ma fille sans rien demander en retour. Pas ceux qui comptaient leurs billets pendant qu'elle agonisait. Mais enfin, nous avons nos propres difficultés maintenant. Exactement, maman. Et maintenant, c'est à votre tour d'apprendre l'autonomie. Anne raccrocha et se tourna vers Gabriel, qui la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. L'acte de vente est signé. L'appartement nous appartient officiellement depuis ce matin. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Henri. Anne, ta mère vient de m'expliquer votre conversation. Nous pouvons discuter. Papa, j'utilise vos propres mots. Vous devez assumer vos choix. Cette situation financière vient de vos décisions, pas des miennes. Tu ne peux pas nous faire ça. Cet appartement représente notre seule sécurité. Comme la vie de Léa représentait la mienne. Gabriel prit le téléphone des mains d'Anne. Monsieur Moreau ? Gabriel à l'appareil. Vous vous souvenez de moi ? Le mécanicien qui ne pourrait jamais réussir ? Sa voix était calme, mais implacable. Nous utiliserons exactement vos mots. Vous devez apprendre à vous débrouiller seul. Il raccrocha et prit Anne dans ses bras. Elle tremblait, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de la justice enfin rendue. « C'est fini », murmura-t-elle. « Ils vont comprendre ce que nous avons vécu. » Dans sa chambre, Léa chantonnait en faisant ses devoirs, ignorant que la vengeance de sa mère venait de sceller le destin de ses grands-parents biologiques. 6 mois plus tard, Anne croisa son père par hasard au supermarché discount de la périphérie. Henri Moreau poussait un caddie rouillé, scrutant les étiquettes de prix avec l'attention désespérée de ceux qui comptent chaque centime. Ses cheveux avaient reblanchi, ses vêtements étaient froissés, et il portait cette expression résignée des hommes qui ont perdu leur superbe. Il la reconnut mais détourna immédiatement les yeux, espérant éviter la confrontation. Anne le suivit discrètement dans les rayons, observant sa déchéance avec un mélange de satisfaction et de pitié. Henri hésitait entre 2 marques de pâtes, choisissant finalement la moins chère. Dans son caddie, des produits premier prix, du pain de la veille, des légumes fatigués. L'ancien bourgeois qui regardait Gabriel avec mépris faisait maintenant ses courses comme un ouvrier au RSA. « Papa !» Il sursauta, renversant presque son caddie. « Anne, je ne t'avais pas vue. Comment allez-vous » La question, posée avec une politesse glacée, le blessa plus qu'aucune accusation. Nous nous adaptons. L'appartement du centre-ville est plus petit, mais il nous suffit. Anne savait exactement de quel appartement il parlait. Un 2 pièces dans une résidence sociale, loin du quartier huppé qu'ils avaient déquitté dans la honte. Les anciens voisins bourgeois avaient assisté au déménagement avec cette curiosité cruelle des gens qui voient tomber ceux qu'ils côtoyaient hier. Et Sylvie ? Le visage d'Henri se ferma davantage. « Ta sœur cherche toujours sa voie. Le divorce l'a beaucoup affectée. En réalité, Anne savait par Madame Petit que Sylvie enchaînait les petits boulots sans jamais les garder, incapable de supporter la routine du travail après des années d'oisiveté dorée. Elle vivait chez ses parents comme une adolescente prolongée, critiquant sans cesse leur mauvaise gestion financière. Et maman, ta mère a trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique, c'est différent de ce qu'elle connaissait. Anne imaginait parfaitement Francine, habituée aux déjeuners entre dames et aux après-midi shopping,
forcé de servir des clients pour quelques centaines d'euros par mois. Léa va très bien, dit Anne sans qu'il ait posé la question. Elle a 10 ans maintenant. Elle fait du piano et de la natation. Gabriel lui a acheté un vélo pour son anniversaire. Henri encaissa l'information sans réagir, mais Anne vit ses mains trembler légèrement sur la poignée du caddie. Nous habitons maintenant une maison avec jardin. Gabriel a embauché 2 employés supplémentaires. L'entreprise marche très bien. Chaque phrase était un coup porté avec la précision d'un chirurgien. Henri comprenait le message. Pendant qu'ils sombrent, la famille qu'ils avaient méprisée prospérait. « Je suis heureuse pour vous », murmura-t-il. « Papa, j'espère que vous avez appris l'autonomie, comme vous le souhaitiez pour moi. » Cette fois, Henri releva la tête, la douleur évidente dans ses yeux fatigués. « Anne, nous avons fait des erreurs. » « Des erreurs ?» Elle haussa les sourcils. « Laisser sa petite fille risquer la mort par calcul financier. Vous appelez ça une erreur ? Nous pensions... Vous pensiez à votre image sociale. Vous avez eu votre mariage somptuaire. J'espère que ça en valait la peine. » Anne se dirigea vers les caisses, laissant son père planté au milieu du rayon conserve. En payant ses courses bio et ses produits de qualité, elle sentit le regard d'Henri dans son dos. Dans sa voiture, elle envoya un message à Gabriel. « Croisez papa au supermarché Discount. Mission accomplie. » Il répondit immédiatement. « Tu vas bien ? Tu rentres ? » « Oui. Dis à Léa que j'apporte son dessert préféré. » Anne démarra, en regardant une dernière fois Henri Moreau sortir du magasin, ses sacs de courses bon marché à la main, attendant probablement un bus qu'il n'avait jamais eu à prendre auparavant. La justice était servie. Froide, implacable, mais parfaitement méritée. Ce soir-là, dans leur maison chaude et accueillante, Anne regardait Gabriel aider Léa avec ses devoirs de maths pendant que Pierre et Marie, venus dîner, racontaient leurs dernières aventures de jardinage. Cette chaleur familiale, cette sécurité affective, valaient tous les appartements bourgeois du monde. Ses parents avaient choisi l'argent plutôt que l'amour. Maintenant, ils n'avaient ni l'un ni l'autre. 3 ans plus tard, par une belle matinée de mai, Anne se regardait dans le miroir de sa nouvelle chambre. La maison qu'ils avaient achetée l'année précédente baignait dans la lumière dorée du printemps. Depuis la fenêtre, elle voyait Léa, maintenant âgée de 13 ans, et des pierres à planter des rosiers dans le jardin. Gabriel sortait de la douche, encore ébouriffé, un sourire tendre aux lèvres. Prête pour cette journée spéciale ? Anne hocha la tête, touchant machinalement le petit pendentif en forme de cœur que Gabriel lui avait offert pour leurs 15 ans de mariage. Aujourd'hui, ils fêtaient non seulement leur anniversaire, mais aussi les 5 ans de la guérison de Léa et les 3 ans du garage qui employait maintenant 8 personnes. Dans le salon, Marie disposait des photos sur la table basse. Leur mariage d'il y a 15 ans, la première communion de Léa, l'inauguration du garage, et cette photo récente où ils posaient tous ensemble devant leur nouvelle maison. Une famille recomposée par l'amour et solidifiée par les épreuves. Docteur Julien Moreau arriva vers midi, apportant un gâteau fait par sa propre fille. L'amitié née pendant l'hospitalisation de Léa s'était muée en affection familiale sincère. Il avait suivi l'évolution de la petite fille avec l'attention d'un parrain bienveillant. « Léa, viens que je t'ausculte. Contrôle de routine. » La jeune fille se prêta au jeu en riant. Son cœur battait parfaitement, fort et régulier. La cicatrice s'était estompée jusqu'à devenir presque invisible, comme si cette épreuve appartenait déjà à une autre vie. « Verdict, docteur ?» demanda Gabriel. « Patient en parfaite santé. Autorisation de vivre pleinement accordée pour les 80 prochaines années. » L'après-midi se déroula dans cette atmosphère chaleureuse que seules les vraies familles savent créer. Pierre raconta ses souvenirs d'ancien ouvrier, Marie montra ses derniers tricots. Léa joua du piano, ce piano qu'ils avaient pu lui offrir grâce à la prospérité retrouvée. Vers 17h, alors qu'ils prenèrent le café sur la terrasse, Anne aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Henri Moreau se promenait seul, voûté, l'air de chercher quelque chose qu'il ne trouvait pas. Il observait leur maison de loin, sans oser s'approcher. Gabriel suivit son regard. « Tu veux qu'on aille lui parler ?» Anne réfléchit un instant. La rage qui l'avait habitée pendant des années s'était apaisée. Elle n'éprouvait plus ni haine ni rancœur, juste une indifférence sereine. Non, laissons-le avec ses choix. Henri resta là quelques minutes, témoin silencieux du bonheur qu'il avait refusé de partager, puis repartit dans la direction d'où il était venu.
Anne le regarda s'éloigner sans émotion particulière. « Maman, qui c'était ?» demanda Léa. « Quelqu'un du passé, ma chérie. Quelqu'un qui ne fait plus partie de notre histoire. » Marie prit la main d'Anne dans la sienne. « Tu sais, ma fille, la vraie richesse, c'est ce qu'on vit en ce moment. Cette table, ces rires, cette paix. » Gabriel leva son verre de champagne. « À notre famille, la vraie. À notre famille, » répétèrent-ils en chœur. Ce soir-là, après le départ de leurs invités, Anne et Gabriel se retrouvèrent sur leur terrasse. Léa dormait paisiblement dans sa chambre, ses devoirs terminés, ses rêves probablement remplis de projets d'adolescente épanouie. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Gabriel. Anne contempla leur jardin, leur maison, cette vie qu'ils avaient construite malgré les obstacles. Non, rien du tout. Elle pensait à ses parents, seuls dans leur petit appartement, rongés par l'amertume et les regrets. À Sylvie, toujours incapable de trouver sa place dans le monde. Ils avaient eu le choix entre l'amour et l'orgueil. Ils avaient choisi l'orgueil et perdu les deux. Gabriel, est-ce que tu crois qu'ils comprennent maintenant ? Je ne sais pas. Et finalement, ça n'a plus d'importance. Il avait raison. Le plus beau des vengeances, c'était ce bonheur tranquille qu'il savourait chaque jour. Cette famille unie, cette réussite méritée, cette paix du cœur que l'argent ne peut acheter. Anne s'endormit cette nuit-là en pensant que l'amour véritable avait finalement triomphé. Pas par la force, mais par la persévérance. Pas par la haine, mais par la construction patiente d'un bonheur authentique. Dans sa chambre d'enfant, Léa rêvait déjà de son avenir, portée par l'amour inconditionnel de cette famille qu'il avait sauvée et choisie.